J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la télé républicaine. D'abord, les sommaires. L'envoyé spécial de l'ONU dans la région de Grand Lac condamne avec la dernière énergie des tirs des rebelles du M23 contre l'hélicoptère de la MONUSCO. Murray Robinson souligne que cet incident grave met en danger la sécurité des troupes de l'ONU. Le chef de police de la sous-région d'Afrique centrale s'engage à faire bloc contre la criminalité frontalière et surtout à combattre le banditisme urbain dans les grandes métropoles de cette partie du continent noir. Ce sont là quelques recommandations issues de leur 14e assemblée qui s'est tenue à Kinshasa au courant de la semaine dernière. Enfin, les sénateurs ont repris du service et déjà la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles dans les zones en conflit, Zaina Awa Bangoura, était donc vendredi devant les sénateurs et quelques membres du gouvernement pour solliciter l'appui des élus dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle qui nous vient de la province du Nord Kivu. La société civile de cette province a donc invité dimanche le chef de l'État, Joseph Kabila, et le président de l'Assemblée nationale, Obé Minaku, à déclarer l'état de siège dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nirangongo dans la province du Nord Kivu. Dans un mémorandum adressé à ces autorités, Omar Kavota, porte-parole de ces structures, affirme que plusieurs militaires rwandais et ougandais ont rejoint depuis 2 jours les positions du M23 dans ces territoires. Il demande par ailleurs aux autorités congolaises de déclencher une offensive armée contre cette rébellion. Restons toujours dans la partie est du pays. Après 2 tirs essuyés par un hélicoptère de la MONUSCO, c'était vendredi dernier dans la province du Nord Kivu, l'envoyé spécial de l'ONU pour la région de Grand Lac, Murray Robinson, juge inacceptable cette situation et le rappelle au responsable du mouvement M23 que tout acte visant à entraver la MONUSCO dans l'exercice de son mandat est donc inacceptable. Et puis, dans l'autre Kivu, Sud Kivu exact précisément, pendant ce temps, des négociations pour le rétablissement de la paix dans les territoires du Chabunda se poursuivent normalement depuis le 10 octobre dernier entre l'administrateur du territoire, les acteurs de la société civile, les notables et autres leaders locaux avec les 2 factions de la milice Raïa Mutomboki qui opèrent dans cette région. Il s'agit donc de celle de Sisawa et de Kikuni. L'objectif de ces assises, amener ces miliciens à cesser d'insécuriser la population civile ainsi que les hostilités contre les forces armées de la République démocratique du Congo.
Dans un autre registre, poursuivant sa visite aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre congolais Matata Ponyo était à Chicago en début du week-end. Au cours d'un meeting sur les industries extractives, il s'est prononcé sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour lui, les ressources naturelles en République démocratique du Congo ne constituent pas une source de malédiction pour ce pays de Joseph Kabila. Tout ce qui se passe dans cette partie du pays, c'est plutôt un problème de leadership et de gouvernance, nous dit Doudou Ndombe. La RDC et les Timor oriental, deux pays post-conflit disposant d'énormes potentialités minières qui étaient au centre de ce meeting. Matata Ponyo, Premier ministre, a reconnu devant l'assistance que les minerais constituent la principale source des tensions en RDC et le pays ne bénéficie pas suffisamment de revenus provenant de ces secteurs. Le chef du gouvernement congolais a également fustigé l'attitude des multinationales qui profitent de cette situation pour s'enrichir sur les dos des Congolais. On cherche une chose et son contraire. On demande au pays de réviser les contrats. Quand on veut réviser les contrats, on dit non, climat de confiance. Le climat des affaires. Donc il y a une certaine contradiction à mon avis. Je crois qu'il faut une meilleure implication, certainement du côté des pays en développement qui sont dotés de ressources importantes. Il faut une dénonciation de l'enrichissement des sociétés multinationales qui veulent en tout cas s'enrichir en défaveur des pays en développement. Plaidoyer pour plus d'implication des institutions nationales dans la lutte contre les violences sexuelles dans les zones en conflit. Zaina Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions, était donc vendredi devant les sénateurs et quelques membres du gouvernement. C'était pour solliciter leur soutien dans la campagne de dénonciation et de répression des crimes sur l'étendue du territoire national. Serge Coité pour le reportage. C'est une plénière pas comme ils en ont l'habitude. En lieu et place des ministres et autres qui défilent à la tribune, Zainab Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles, se tient devant les sénateurs. Son message, mettre fin aux violences sexuelles et changer de récit sur ce sujet en RDC. Faisant d'une pierre deux coups, Zainab Awa encourage les élus des élus à adopter des lois sur la création des chambres spécialisées devant traiter différents crimes commis dans le pays depuis 1990, crimes qu'elle considère comme auteurs de violences sexuelles. I encourage the Senate to enact this law. J'encourage le Sénat à adopter cette loi. Une fois adoptée, cette loi sera un énorme pas en avant dans la lutte contre l'impunité pour les crimes de violence sexuelle commis pendant les longues années de conflit en RDC. Pour mettre fin à la violence sexuelle liée au conflit, nous devons mettre fin à l'impunité et mettre fin à la guerre. Zainab Awa reconnaît quelques avancées dans la lutte contre les violences sexuelles, quoiqu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Elle rassure tout de même la RDC du soutien des Nations Unies dans les efforts qu'elle mène dans l'éradication de ce fléau. La tournée de la délégation du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs et les pourparlers des Kampala défrayent encore la chronique dans notre pays. La MONUSCO dit suivre de très près cette situation. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, parle d'une visite historique car elle devait trouver des solutions susceptibles de mettre fin à la guerre qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Il a par la même occasion félicité le gouvernement congolais pour la mise en place du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mariam Boya pour le reportage. Devant la presse, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies salue la tournée de la délégation du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs. Elle est bénéfique pour la RDC, estime Martin Kobler, car le Conseil de sécurité est le principal décideur de différents accords de paix pris par l'ONU. Avoir le Conseil de sécurité ici parce ce sont les chefs de la résolution, ce sont ceux qui sont les maîtres, les chefs de la résolution 2098. C'est pourquoi une impression directement de vos leaders, du président de la République, le but c'est l'objectif maintenant, alors
d'utiliser, et ça c'était la visite du Conseil de sécurité, d'utiliser une nouvelle dynamique. On a la nouvelle résolution. Quant au pourparlers de Kampala, le patron de la MONUSCO dit être en contact direct avec Mary Robinson pour le maintien de la paix et le suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je suis encouragé que nous avons le mécanisme de vérification maintenant. On a le M23 dans le pays. On a des preuves irréfutables des caches d'armes et d'autres choses. C'est important de vérifier, d'avoir le mécanisme de vérification, de lancer pour la première fois. Maintenant, le mécanisme de vérification qui est en place, c'est un mécanisme qui inclut le Rwanda et les autres. En ce qui concerne l'arrivée des avions sans pilote tant attendus, le commandant de la MONUSCO confirme que d'ici la fin du mois de novembre, les drones seront opérationnels à Goma. Parlons concertation nationale, l'heure est à la restitution des principales recommandations à la base. La nouvelle société civile congolaise qui a pris part active à ces travaux a donc choisi d'en expliquer les résolutions à ses membres. Cette séance de travail qui a connu la participation des différentes associations qui font partie de la nouvelle société civile congolaise a eu lieu à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Thierry Kassongo Moyumba et Jean Lumossi pour le reportage. Ils sont venus de toutes les structures de la société civile pour prendre part à cette séance de restitution organisée par la nouvelle société civile congolaise. Pendant plus de 4 heures, les participants ont été édifiés sur l'apport de la société civile dans sa diversité aux travaux des concertations nationales. Au-delà des exposés, le coordonnateur de ces structures citoyennes a saisi l'opportunité pour évoquer certains points sensibles revendiqués par la société civile. Il s'agit entre autres du renvoi du projet de budget 2014 déposé au Parlement de tenir compte des aspirations du peuple. Parce que nous devons lutter contre l'impunité, parce que nous devons lutter pour les réformes dans tous les secteurs de la vie nationale, nous annonçons en ces jours la réactivation de la pétition sur les 5 millions de morts de Congolais tués impunément et qui sont restés jusqu'à ce jour sans justice. Nous avons pensé que pour obtenir toutes ces réformes, il faut un budget conséquent. Nous demandons à ce que ce budget actuel qui est au Parlement, le projet de ce budget, soit renvoyé d'abord pour l'adapter aux réformes qui sont sollicitées par la population congolaise à travers ces concertations. La nouvelle société civile congolaise promet de continuer ces séances de restitution dans d'autres secteurs de la vie. C'est une manière pour elle d'informer la population sur l'essentiel des travaux de ce forum. Vous le savez peut-être déjà, l'une des recommandations formulées par les concertateurs lors des travaux des assises des concertations nationales était d'accorder 30% des femmes et aussi coopter les femmes dans les différentes structures. Les bénéficiaires commentent diversement selon qu'elles se trouvent dans un camp ou dans un autre. Si les unes saluent l'idée, les autres en revanche estiment que ce quota devrait être porté à 50%. Quoi qu'il en soit, l'application de ces décisions est donc attendue avec impatience. Rose Awazi a donc rencontré quelques femmes au siège de la Commission électorale nationale indépendante. La cooptation des femmes à 30% suscite des réactions auprès de la junte féminine. Pour Faïda Mwangiloa, l'initiative est à saluer à sa juste valeur. De toutes les façons, ce n'est que la loi qu'on est en train d'appliquer déjà au niveau de la constitution de notre pays. Le principe de parité a été inscrit dans la constitution. Je crois que c'est un problème de droit. C'est un problème de droit, mais moi j'insiste sur le fait que en même temps que nous sommes en train de réclamer la mise en œuvre de la parité, en même instant, nous devons en tout cas exiger des compétences pour les hommes comme pour les femmes. Pour sa part, Jacqueline Bissimois estime que 30% sont insignifiants par rapport à ce que prévoit la Constitution.
C'est une bonne chose, mais je crois que c'est comme si on faisait un pas en arrière, parce que la Constitution elle-même consacre la parité. Et donc je ne vois pas pourquoi on reculerait en parlant de 30% au lieu de parler de 50%, parce que c'est constitutionnel. Les pouvoirs publics sont appelés à traduire en acte cette recommandation, conseille Princesse Kalongo. Nous acceptons ce qu'ils ont dit, les 30%, on a toujours dit ça. Ce n'est pas du nouveau, hein? On a toujours dit les 30%, mais on veut voir ça à l'œuvre, qu'on applique ça, les 30%. Comme le chef coutumier dans les assemblées provinciales, les femmes seront elles aussi cooptées dans les institutions du pays. Une manière pour les initiateurs de cette idée de permettre au pays de respecter la parité hommes et femmes et de permettre à celle-ci de participer à la gestion du pays. Toujours à propos des concertations nationales qui se sont clôturées sur fond des propositions des concertateurs au chef de l'État. Et pour y répondre, Joseph Kabila a promis de convoquer le Parlement en congrès dans les tout prochains jours. Au cours de cette rencontre, il devra également annoncer des mesures importantes en présence de plusieurs invités de marque, dont Denis Sassou Nguesso, accompagnateur à la carte de ses assises. Il faut noter que le Présidium avait effectué les déplacements de Brazzaville pour remettre une invitation au chef de l'État de la République du Congo, mais déjà, selon certaines indiscrétions, Sassou Nguesso ne sera pas à ce rendez-vous. Suivez donc ce commentaire de la rédaction. Le congrès annoncé pour des mesures importantes, recommandations des concertations nationales, n'a pu avoir lieu jeudi, comme la presse s'était empressée de le prédire. Le président du Congo voisin, accompagnateur à la carte des concertations nationales, aurait même reçu en bonne et due forme son invitation officielle pour prendre part à ce congrès attendu de tous les vœux par les Congolais. Le duo Kengo Minaku, qui avait effectué le déplacement de Brazzaville, n'a fait que déposer l'invitation sans en avoir un accord de principe du président de l'autre rive. Selon le quotidien Le Potentiel, qui cite des sources proches de l'entourage immédiat du président Denis Sassou Nguesso, affirme que celui-ci ne serait pas disposé à effectuer la traversée de Kinshasa pour des raisons de calendrier préalablement arrêtées. D'où ces interrogations. Comment justifie-t-on ce déplacement de Kinshasa dans un processus où Sassou Nguesso n'avait même pas été consulté? Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre Kinshasa et Brazzaville pour qu'un os vienne s'improviser dans la machine qui semblait partie pour des lendemains meilleurs? Les langues pourront se délier afin qu'on sache en quoi a consisté l'achoppement actuel. Toutefois, d'aucuns supputent que le président Denis Sassou Nguesso se serait attendu à jouer un rôle de premier ordre et non être confiné dans la figuration d'un scénario concocté à son insu. En un mot, comme en mille, Sassou ne voudrait pas venir à Kinshasa pour les décors. Journée pas comme les autres. Le 1er octobre de chaque année est dédié aux activistes qui militent pour l'abolition de la peine de mort à travers le monde. À Kinshasa, le débat reste ouvert entre les abolitionnistes et ceux qui exigent le maintien de ces sanctions pour dissuader les criminels de tous bords. De l'avis de la coalition d'Afrique centrale contre la peine de mort, il y a bien d'autres peines qui remplacent la peine de mort, car celle-ci est donc contraire aux instruments internationaux sur les droits humains. Maître Liévin Gondji regrette que la proposition de loi déposée par son organisation au Parlement reste sans suite jusqu'à ces jours. Mariam Boya et Dieu merci Seka pour le reportage. Aujourd'hui, il y a moins de crimes que quand on aura aboli cette peine. C'est à chacun d'apprécier, mais l'histoire indique dans d'autres pays que lorsqu'on a supprimé la peine de mort, le nombre de crimes va augmenter. Mais au moins, les respects de la vie, elle et lui, il a été par la conscience de tout le monde. Célébrée depuis 2003 à travers le monde, la journée contre la peine de mort n'est pas encore très connue du grand public à Kinshasa. Instituée par la Coalition mondiale contre la peine de mort, cette date bénéficie d'un soutien de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Cette journée est mise à profit dans plusieurs pays pour des actions de plaidoyer sur l'abolition de la peine de mort. À l'heure actuelle, 16 États ont déjà aboli cette peine en Afrique, 20 sont abolitionnistes de fait et 17 pratiquent encore des exécutions selon les statistiques de cette organisation. Liévin Gondji, président et coordonnateur de la Coalition d'Afrique centrale contre la peine de mort, estime pour sa part que d'autres peines peuvent être appliquées à l'encontre d'un belligérant condamné à mort.
Les avancées que nous avons enregistrées pour le moment semblent stoppées. Et c'est pour cela que nous nous proposons, avec l'appui de la francophonie, de faire inscrire notre pays sur les schémas initiés par les gouvernements belges, français et canadiens, de créer un réseau de parlementaires francophones contre la peine de mort qui puisse booster cette idée au Congo, d'amener les députés à comprendre le bien fondé de ce combat, de cette lutte pour l'abolition de la peine de mort, qui est une lutte pour la vie, qui est une lutte pour l'humanité, qui est une lutte pour les droits humains. Depuis 2006, cette structure lutte pour l'abolition de la peine de mort. Elle dit avoir proposé une loi au Parlement qui jusque-là reste sans réponse. Abolir la peine de mort en RDC passe essentiellement par la révision du code pénal qui, comme on le sait, retient jusqu'à ce jour cette peine. Pour sa part, Maître Richard Bondo, président de l'organisation non gouvernementale Avocats sans frontières, RDC et abolitionniste, explique que les désastres causés par les deux guerres mondiales ont obligé les nations civilisées réunies au sein des Nations Unies à consacrer la sacralité de la vie humaine. Il précise que le moratoire est en observance jusqu'à l'abolition de la peine de mort du Code pénal congolais. Le président du collectif des ONG de défense des droits de l'homme est donc au micro de Christopher Kamanda. Le moratoire n'a pas de délai. Le moratoire, c'est pour amener les États à abolir la peine de mort. Vous l'avez dans vos législations, notamment chez nous avec le code pénal, mais il faut observer le moratoire jusqu'à l'abolition de la peine capitale. Mieux vaut, le moratoire n'est qu'un pis-aller. Le moratoire n'est qu'un pis-aller. Parce que toutes les nations sont appelées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le fait d'appartenir à la société des États civilisés qu'on appelle les Nations Unies, il y a ce devoir d'abolir la peine de mort. Et c'est pour cela que le moratoire, qui n'est qu'un pis-aller, a pour finalité de contraindre les États dans leurs législations respectives à abolir effectivement la peine de mort. Et c'est le combat que nous menons dans le cadre de la coalition. C'est un engagement des individus, des ONG, des institutions, parce que même les parlements viennent à nos congrès de lutte contre la peine de mort. Il y a des parlementaires, les responsables des parlements à travers le monde qui viennent à notre congrès de lutte contre la peine de mort. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante vient de clôturer la série de rencontres qu'il avait initiées avec les organisations de la société civile dans le but de préparer le futur calendrier électoral. Après les acteurs non étatiques du secteur de la défense des droits humains, les jeunes, l'abbé Apollinaire Malumalu et ses collaborateurs ont échangé mercredi dernier avec les délégués des formations politiques. Toutes les parties consultés ont donné leur avis sur les conditions de la poursuite du cycle électoral dans notre pays. C'est un reportage de Rose Awazi et Fiston Bouini. Ces hommes et femmes venus des différents partis politiques attentionnés au discours du président de la Commission électorale nationale indépendante. L'abbé Apollinaire Malumalu explique en long et à large le rôle que chacun doit jouer pour la réussite des élections à venir. Le président de la CENI a saisi l'occasion pour confirmer la suite du processus électoral au début de l'année prochaine avant d'indiquer l'objectif de cette rencontre. Nous vous annonçons d'abord que l'année prochaine, nous allons organiser les élections urbaines, municipales et locales, s'adresser avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Les partis politiques, ce sont les premiers acteurs en compétition électorale, donc les acteurs essentiels. Il était important que la CENI puisse les rencontrer et les ayant rencontrés, de construire bien le cadre. En termes de résultats, le cadre est désormais construit. Mensuellement,
Satisfaction tout de même du côté des participants à cette rencontre. L'actuelle équipe estime qu'à ce stade là-bas, il faudrait communiquer avec les politiciens. Non seulement les politiciens, là, commencé par la société civile, les consorts, les autorités coutumières, mais aujourd'hui c'est l'étape des partis politiques. Il faut que nous arrivions à parler le même langage. La prochaine rencontre prévue d'ici au début du mois de novembre va définir la feuille de route du processus électoral. Théodore Mugalou était mardi dernier à la résidence de Etienne Tshisekedi, président national de l'UDPS. Doit-on déjà parler d'un début de rapprochement pour un dialogue direct entre l'opposant historique Etienne Tshisekedi Wamulumba et Joseph Kabila Kabange? En tout cas, pas pour l'instant. En revanche, la visite du chef de la maison civile et du chef de l'État lui a permis d'échanger longuement avec le Sphinx de Limité. Le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, précise que le pasteur Mugalou a longtemps souhaité rencontrer le leader de l'UDPS pour analyser avec lui quelques questions d'intérêt national. Christopher Kamanda et Blanchard Kandolo pour le reportage. Les portes de la résidence d'Etienne Tshisekedi s'ouvrent une fois à un émissaire de Joseph Kabila. Le chef de la maison civile du chef de l'État, Théodore Mugalou, a bel et bien échangé avec Etienne Tshisekedi. Pour l'UDPS, cette visite est un souhait exprimé par l'ambassadeur lui-même. Il n'y a rien de politique, estime Bruno Mavungu. M. Mugalou a sollicité de rencontrer le président de la République et le président l'a accepté. Et il a dit que c'était une visite privée entre deux personnes. La visite de l'émissaire de Joseph Kabila est considérée dans l'opinion publique comme un début de rapprochement entre Tshisekedi et Kabila, ce que réfute le secrétaire général de l'UDPS. Quand on parle d'un rapprochement, je ne sais pas ce que ça signifie. D'abord, nous savons que M. Tshisekedi, depuis toutes les années qu'il est là, il a toujours accepté de rencontrer tout le monde. Et si à un moment donné, effectivement, beaucoup de gens n'avaient pas accès, c'est parce que je vous ai dit qu'il y avait dans tous les accès qui amènent chez lui, c'était des policiers. Et beaucoup de gens n'avaient plus accès, ne pouvaient plus accéder à sa résidence. Maintenant que cette résidence, que toutes ces polices sont parties, certainement ça donne l'occasion aux personnes qui veulent bien rencontrer le président. Face à la grave crise qui secoue le pays, une rencontre Tshisekedi-Kabila devrait permettre de refaire la cohésion nationale. Enfin, pour terminer, dans le secteur de l'économie, plus que quelques jours pour qu'ils soient mises en pratique les mesures prises par le gouvernement et les opérateurs économiques sur la baisse de prix de grande consommation. Déjà, la population première bénéficiaire s'en réjouit, comme nous le rapporte Dodo Ndombe et Fiston Bouini, qui ont été au grand marché de Kinshasa au courant de la semaine. Révision à la baisse de la structure des prix des denrées des premières nécessités se fera de manière progressive, rassurent les sources proches du gouvernement. Ces trains de mesures concernent en premier lieu les produits de grande consommation comme le riz, les chinchards, le poulet, le ciment gris et d'autres. Ensuite viendra le tour de la farine, des froment et d'autres produits vivriers. Les vendeurs des articles ciblés ont jusqu'au 20 octobre prochain pour s'exécuter. Au marché central de Kinshasa, on attend voir l'application de toutes ces décisions. Sur les étalages, les étiquettes indiquent encore les anciens prix. Une fois appliquées, expliquent ces marchands, ces mesures vont permettre à la population de bien passer les festivités de fin d'année. C'est une bonne décision. Si elle sera appliquée, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous attendons voir ça de nos propres yeux, dit cet homme. Côté gouvernement, on n'attend pas s'arrêter à mi-chemin. Le combat ne va pas s'arrêter au fait. Des efforts seront de manière continuelle fournis jusqu'à la maîtrise effective du système économique du pays en vue d'augmenter le pouvoir d'achat de la population. Il faut se rendre à l'évidence que nous sommes un pays où le coût de la vie est très élevé, alors que les revenus ne sont pas très élevés. C'est cette contradiction qu'il faut résoudre. Et le paquet de mesures
qui ressort donc des conclusions des négociations que le gouvernement a eues avec les opérateurs économiques, contribue à résoudre cette contradiction, pas nécessairement par rapport aux festivités de cette année, les festivités de fin d'année de cette année, mais par rapport au système dans son ensemble. Dans un contexte où tous ces produits sont importés, il sera difficile, pour ne pas dire utopique, de croire que les opérateurs économiques vont se plier devant cette décision et fouler aux pieds la loi du marché. Seule la relance du secteur agricole permettra au pays d'éviter des dépenses en plus de devises à l'extérieur pour importer des biens qui peuvent être produits sur place. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous et bonne suite de programmes sur la télé républicaine Télé 7 et au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.